Pendant des années, la reine Camilla a évolué au sein de la monarchie britannique avec un sentiment de domination. Selon divers témoignages, elle est parvenue à y placer ses proches collaborateurs, à obtenir des privilèges et à permettre à sa propre sœur d'occuper des postes extrêmement confortables au sein d'une structure liée au domaine royal. Cependant, la donne a radicalement changé. Dès la fermeture des documents officiels, le prince William a agi avec discrétion et détermination. Tous les documents ont été retirés sans préavis, sans explication à la presse et sans tapage médiatique. Un audit financier de routine et une absence remarquée ont suffi à envoyer un message fort qui a retenti dans les palais du pays. Ce que prépare actuellement l'héritière du trône suscite un profond malaise. La réalité est implacable. Camilla ne possède pas une seule pierre des résidences devant lesquelles elle passe chaque jour. Et l'homme qui détient désormais les clés de ce vaste empire vient de démontrer qu'il n'entend pas agir sous le coup de la sentimentalité, déclenchant ainsi une guerre froide silencieuse et définitive au sein de la famille royale. Tout a commencé le 8 septembre 2022, à l'instant précis où la reine Élisabeth II, au règne de plusieurs siècles, a rendu son dernier souffle au légendaire château de Balmoral. En cette seconde exacte, avant même que l'humanité ne puisse pleinement saisir la portée historique de l'événement, une série d'événements complexes et silencieux s'est déclenchée au sein de la famille royale britannique. Une réaction en chaîne qui, encore aujourd'hui, continue d'ébranler les fondements des relations internes, de perturber le fragile équilibre des pouvoirs et de remettre en cause des privilèges qui semblaient jadis intouchables. Charles accéda enfin à la couronne, devenant monarque, un événement longtemps attendu. Mais simultanément, d'autres événements survinrent, passant presque inaperçus dans le tumulte du deuil national, malgré leur importance capitale pour l'avenir de la monarchie. William, qui venait d'avoir 40 ans, hérita automatiquement du titre de duc de Cornouailles. Il ne s'agissait pas d'une simple distinction symbolique, ni d'une modification du protocole pour apaiser la cour, c'était un transfert de pouvoir immédiat, établi selon les préceptes les plus stricts du droit monarchique. Dès l'accession au trône de son père, William devint légitimement l'unique propriétaire de l'un des domaines privés les plus anciens, les plus vastes et les plus prestigieux historiquement liés à la couronne britannique. Le duché de Cornouailles est loin d'être un simple titre honorifique. Il représente un vaste réseau commercial et immobilier d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars, englobant quelques 135 000 acres de terres fertiles stratégiquement répartis dans 23 comtés d'Angleterre et du pays de Galles. Cet empire territorial englobe la quasi-totalité des îles Scilly, situées au large des côtes escarpées des Cornouailles, ainsi qu'une vaste et précieuse portion de la réserve naturelle de Dartmoor, dans le Devon. Ce domaine comprend des fermes historiques très rentables, d'imposants châteaux médiévaux, des résidences secondaires de prestige et le fruit de décennies d'investissements financiers gérés avec rigueur. Cette structure colossale fut conçue en 1337 par le roi Édouard III dans le but précis de garantir la sécurité financière de son fils aîné, Édouard de Woodstock, plus connu dans les chroniques sous le nom de Prince Noir. Depuis lors, la règle est restée inchangée pendant près de 7 siècles. Le duché appartient de droit divin et légal au fils aîné du roi et héritier légitime du trône. Pendant près de 700 ans, cette institution a survécu aux guerres civiles, aux révolutions politiques, aux conflits familiaux et aux profondes transformations sociales. Et depuis septembre 2022, toute cette immense richesse est passée directement entre les mains de Guillaume. En 2025, le jeune héritier percevait déjà près de 30 millions de dollars nets par an grâce à ce duché. Choisissant de payer ses impôts de manière entièrement volontaire, la législation du royaume ne l'obligeant pas à s'acquitter de cette obligation fiscale au même titre que les citoyens ordinaires. Ce chiffre colossal témoigne du niveau d'indépendance financière sans précédent dont il est question. Cependant, c'est précisément là que le récit prend une tournure bien plus sombre et complexe, car le duché de Cornouailles constituait le véritable moteur financier qui avait permis au roi Charles de mener une vie fastueuse pendant des décennies. Tant que Charles portait le titre de duc de Cornouailles, cette richesse alimentait ses comptes bancaires, finançait ses nombreuses résidences de luxe, soutenait ses projets personnels et lui assurait l'autonomie économique tant convoitée vis-à-vis de la monarchie régnante. Durant ces mêmes années d'abondance,
Charles consolida sa relation scandaleuse et dévorante avec Camilla, une liaison clandestine qui marqua tragiquement et irrémédiablement son mariage officiel avec la princesse Diana. Cette dynamique émotionnelle tumultueuse fut plus tard décrite par Diana elle-même par une phrase poignante, restée gravée à jamais dans la mémoire collective du monde. Dans son mariage, il y avait toujours 3 personnes, rendant ainsi l'ombre perpétuelle de Camilla palpable. Ce que la grande majorité des citoyens ignoraient, c'est le terrible tribut psychologique et émotionnel que cette cohabitation forcée a engendré à huis clos dans les palais royaux. Savoir que son mari choisissait systématiquement une autre femme a méthodiquement et silencieusement anéanti l'estime de soi de Diana. Les membres de son entourage qui la côtoyaient durant cette période tumultueuse se souviennent comment la princesse s'adressait au personnel avec une expression de profonde terreur, leur demandant presque à voix basse s'ils la trouvaient vraiment belle. Et lorsque les ouvriers le lui confirmèrent, un profond voile d'incrédulité traversa son regard. Incapable d'assimiler le compliment, elle était constamment rejetée dans l'intimité de son foyer conjugal. Elle était une femme idolâtrée par les foules, considérée comme une icône de beauté incontestée à l'échelle mondiale, mais rongée par une vulnérabilité émotionnelle extrême, car l'homme qu'elle avait épousé la rendait délibérément invisible. Les récits de l'époque relatent également des épisodes poignants, comme ces nuits entières où le personnel entendait des sanglots étouffés provenant de sa chambre au petit matin. Elle dormait souvent séparément de Charles, dans certaines des demeures les plus imposantes et les plus froides du monde. Entourée de luxe ostentatoire, de protocoles stricts et d'un silence profond, Diana se retrouvait plongée dans un isolement émotionnel total, rongée par l'angoisse de voir son mari constamment sous l'emprise de sa maîtresse. Ceux qui la connaissaient bien la décrivaient avec tristesse comme un être humain qui s'éteignait lentement de l'intérieur, perdant l'éclat de sa jeunesse face au mépris institutionnel. Et c'est précisément cette histoire douloureuse et déchirante dont William et Harry ont été témoins dès leur plus jeune âge. La douleur indescriptible d'une mère consumée par un mariage brisé et par un étranger qui refusait de la quitter. C'est précisément pour cette raison que le fait que ce même empire financier, celui qui a alimenté l'opulence de Charles pendant des décennies, se soit retrouvé entre les mains du fils aîné de Diana, revêt une importance symbolique indéniable, interprétée comme un caprice du destin. Mais un autre détail crucial, que très peu ont osé évoquer ouvertement, mérite d'être souligné. Le duché de Cornouailles fut initialement conçu dans le but primordial d'empêcher l'héritier du trône d'être financièrement dépendant du monarque régnant, le protégeant ainsi de toute tentative de contrôle ou de manipulation politique. En devenant officiellement duc de Cornouailles, William n'a pas seulement reçu des terres, des propriétés et des investissements de plusieurs millions de dollars, il a acquis quelque chose de bien plus précieux, une indépendance financière totale et absolue vis-à-vis de son propre père, des couloirs du palais et de toute autre figure d'autorité au sein de la hiérarchie royale. Ce niveau d'autonomie économique aurait des répercussions directes et immédiates sur le cercle rapproché de Camilla. Au cœur même de ce domaine, Annabel Elliot, la sœur cadette de la reine, a perçu pendant près de 20 ans des sommes d'argent liées à la structure du duché. Annabel fut embauchée en 2005 avec pour mission de superviser la décoration intérieure de nombreuses propriétés de prestige appartenant au duché, situées dans des régions renommées telles que les Cornouailles, le Pays de Galles et les îles Scilly. Selon plusieurs sources, son recrutement n'aurait fait l'objet d'aucun appel d'offres, elle aurait obtenu le poste simplement parce que sa sœur était mariée à l'homme qui, à l'époque, dirigeait ce vaste empire. Pendant de nombreuses années, sa présence au sein de cette machine financière n'a guère suscité de commentaires ni de gros titres dans la presse. Cependant, dès l'instant où William a hérité du duché, les règles du jeu ont radicalement changé. Ce qui était auparavant considéré comme une coutume tolérée sous le règne de Charles était désormais soumis à un examen minutieux par une autorité nouvelle et rigoureuse. Et Guillaume a clairement fait savoir que les vieilles pratiques de favoritisme n'avaient plus leur place sous son règne. Nul besoin de déclaration officielle, ni d'accusation directe, la simple disparition d'un nom des comptes annuels suffisait à faire passer un message fort dans tout le palais. Le duché de Cornouailles cessa de servir les intérêts personnels et familiaux de Camilla. Pour certains observateurs, il ne s'agissait que d'une simple formalité administrative, mais pour beaucoup d'autres, c'était un signal clair et précis
indiquant que l'héritière était prête à réexaminer le passé, à renoncer aux privilèges hérités et à défendre fermement ce qui lui revenait de droit. Pour Camilla, d'après les sources qui relatent cette histoire, cela représentait bien plus qu'une simple perte d'influence institutionnelle. C'était un avertissement clair quant à son propre avenir. Si Guillaume avait la capacité et le pouvoir d'agir avec une telle brutalité au sein du duché, il était évident qu'il pouvait reproduire exactement la même stratégie dans tout autre domaine où les frontières entre famille, propriété et pouvoir se révélaient fragiles. Mais pour saisir toute l'ampleur de ces tensions, il est nécessaire de remonter le temps et d'examiner l'ombre des accords conclus bien auparavant. Les fondements de cette relation clandestine entre Charles et Camilla, alors que cette dernière était encore mariée à la princesse Diana, ont été posés principalement dans une maison de campagne paisible et isolée du village de Stourpen, dans le Dorset, appartenant à Annabel Elliot en personne. Dans ce refuge, loin des regards indiscrets de la presse et du public, la sœur de Camilla leur offrait un havre de paix, une discrétion absolue et une protection contre les scandales, week-end après week-end. Des années plus tard, après la fin tragique de l'histoire de Diana, et une fois la douleur apaisée, Annabel décrocha un emploi très lucratif grâce à l'influence manifeste de sa sœur, s'appuyant sur un contexte économique et historique profondément lié à la mémoire de Diana. Lorsque William prit finalement le contrôle total du duché et décida de destituer Annabel Elliot, la question au sein du cercle le plus intime de la famille royale n'était pas de savoir s'il oserait le faire, mais comment il comptait s'y prendre. Et il le fit sans convoquer de réunions extraordinaires, sans envoyer de lettres publiques ni publier de déclarations officielles. Il attendit simplement la publication des comptes annuels. Ce rapport de routine, rempli de données techniques impersonnelles, de comptes de résultats et de frais administratifs que presque personne en dehors du monde financier n'analyse en détail, contenait une information capitale. Le nom d'Annabel Elliot était introuvable. 20 années de service, directement liées aux plus hautes sphères de la monarchie, s'étaient évaporées sans le moindre mot d'adieu aux médias. Pour saisir toute la portée de cette décision, il est essentiel de se souvenir de tout ce qu'Annabel avait bâti et consolidé durant ces 2 décennies sous la protection du système royal. Elle n'était pas une simple figure décorative, c'était une décoratrice d'intérieur, extrêmement talentueuse et très respectée au sein de la haute société britannique, figurant même parmi les 5 professionnels les plus influents du Royaume-Uni dans son domaine en 2014. Durant ses longues années au sein de la famille ducale, elle avait décoré de luxueuses résidences secondaires dans les îles Scilly, supervisé la rénovation de propriétés historiques près du château de Restormel, transformé des domaines entiers au pays de Galles et converti une vieille grange en une maison d'hôtes exclusive pour les mariages et les événements prestigieux en Écosse. Cependant, ni son prestige professionnel, ni ses 20 années de proximité avec le pouvoir ne purent la sauver de la purge menée par l'héritier. Les experts royaux ont tenté de minimiser l'incident en employant un langage extrêmement prudent, affirmant officiellement que le départ d'Annabel n'avait aucune incidence sur la qualité de son travail. Mais tous ceux qui étaient impliqués connaissaient parfaitement la vérité. Un autre interlocuteur, beaucoup plus direct et moins enclin à édulcorer la réalité, a déclaré sans ambages que la décision de William envoyait un message on ne peut plus clair. Il voulait purger le cercle royal des personnes jugées opportunistes et réduire drastiquement les dépenses excessives que son père avait tolérées pendant des années. Cette idée d'éliminer chirurgicalement les opportunistes du système illustre parfaitement la vision qu'avait William du réseau d'influence que Charles avait tissé au profit de la famille de son épouse. Le départ de la tante des enfants de Camilla n'était pas un événement isolé, mais bien le point de départ d'une restructuration profonde où chaque sphère du pouvoir fit l'objet d'un audit méticuleux. Parallèlement au limogeage d'Annabel Elliot, William entreprit de nommer à des postes clés du duché des hommes en qui il avait une confiance absolue, des individus sans aucun lien avec l'ancien cercle de la cour de son père. Parmi les nouvelles nominations, figuraient des personnalités telles que Harry Aubrey Falconer et William Van Cutsem, tous 2 proches amis de l'héritier, et, plus significatif encore, parrain officiel de ses fils, le prince George et le prince Louis. Le message implicite de chacune de ces nominations ne nécessitait aucune explication supplémentaire pour les courtisans.
La famille et le cercle d'influence de Camilla étaient définitivement écartés, et les hommes fidèles au futur monarque étaient admis. Chaque espace occupé pendant des années par les proches du roi commença à être scruté à la loupe, chaque arrangement mis en place pour assurer le confort de la reine étant méticuleusement démantelé. Bien que, d'un point de vue strictement financier, les sommes perçues par Annabelle, allant de 20 000 à 82 000 livres sterling par an, paraissent presque insignifiantes comparées à l'immense fortune d'1,2 milliard de dollars, la portée symbolique de cette mesure était absolument colossale. Dans les couloirs du palais, elle fut interprétée comme un avertissement clair. L'accès des beaux-parents aux finances de la couronne était compté, et la transition définitive vers l'ère de Guillaume était déjà bien amorcée. Cette lutte de pouvoir froide et calculée ne tarda pas à déborder des murs de la famille royale, s'insinuant dans ses traditions les plus intimes. Lors des fêtes de Noël, où le clan se réunit traditionnellement au domaine historique de Sandringham, une nouvelle confrontation tendue éclata, révélant de profondes divisions internes. Camilla prit la décision controversée d'inviter son fils, Tom Parker Bowles, issu d'un premier mariage, à la réception principale, aux côtés des autres membres de la famille royale. La réaction de William fut immédiate et sans hésitation, indiquant clairement qu'il ne céderait pas aux exigences de sa belle-mère. L'héritier prévint qu'il n'assisterait pas au traditionnel déjeuner de Noël si Tom y participait. Malgré cet avertissement, Camilla resta inflexible et maintint son invitation, assurant ainsi la présence de son fils au somptueux manoir. Loin de céder, William a tenu parole, faisant preuve d'une indépendance retentissante. Au lieu de se soumettre aux pressions et de partager la table d'honneur, il a choisi de rester dans sa résidence du domaine, passant les fêtes avec son épouse Kate et leurs enfants. Ce camouflet sans précédent a transformé une simple réunion de famille en un champ de bataille symbolique, démontrant à toute la cour que le futur roi préférait se distancier des événements officiels plutôt que de légitimer les décisions de la reine. Les tensions latentes ont finalement éclaté aux yeux du monde entier en septembre 2025, lors d'une visite d'État officielle de Donald Trump au château de Windsor. Au beau milieu d'une cérémonie, alors que la princesse de Galles s'entretenait naturellement et cordialement avec Melania Trump, Camilla est intervenue brusquement pour affirmer son autorité. D'un geste de la main bref, sec et sans équivoque, la reine a fait signe à Kate de s'écarter et de quitter les lieux. Ce camouflet savamment orchestré, capté par les caméras de télévision et scruté par des millions d'internautes sur les réseaux sociaux, a révélé une dure réalité qu'il était désormais impossible de dissimuler. Judy James, experte en langage corporel, n'a pas hésité à qualifier la scène de démonstration flagrante d'autorité, où la reine semblait publiquement dédaigner le futur prince héritier devant des dirigeants internationaux. Pour William, cet incident a franchi une limite infranchissable, transformant un différend privé en un affront public qui a profondément blessé l'héritier et accéléré les préparatifs inévitables du moment où le pouvoir absolu reposera entre ses mains. La bataille finale et décisive de cette guerre silencieuse ne se livre pas dans les bureaux du duché ni lors de banquets officiels, mais sur le terrain le plus délicat et crucial qui soit, le toit et les 4 murs de la demeure de Camilla. Malgré son apparente stabilité, son titre de majesté, son rôle à la tête de nombreuses œuvres caritatives et le soutien indéfectible de Charles, la réalité juridique est implacable. Tous ces biens sont liés à un seul homme qui aujourd'hui livre un combat acharné contre le cancer. Les résidences les plus emblématiques où il passe ses journées, comme la demeure historique de Sandringham House dans le Norfolk et l'imposant château de Balmoral en Écosse, n'appartiennent pas au gouvernement britannique et ne sont pas des biens publics gérés par la couronne. Ce sont des propriétés strictement privées. Balmoral, estimé à environ 140 millions de dollars, et Sandringham, dont la valeur dépasse 65 millions de dollars, ont été hérités par la reine Élisabeth II de son père et transmis directement au prince Charles. À la mort de ce dernier, ils reviendront automatiquement et directement au prince William. On parle de plus de 200 millions de dollars de propriétés privées que Camilla fréquente, où elle dort et se repose chaque jour, mais dont elle ne possède pas la moindre parcelle, inscrite dans aucun document légal. Très prochainement, ces demeures appartiendront entièrement à l'homme qui vient de licencier sa tante de la famille royale sans prononcer un seul mot en public,
le même homme qui a préféré passer Noël en famille plutôt que de céder à ses exigences et qui a vu sa mère souffrir en silence entre ces mêmes murs. Pour Balmoral en particulier, le poids de cette réalité est déchirant. C'est précisément dans ce château écossais que William, à peine âgé de 15 ans, a reçu la nouvelle la plus bouleversante de sa vie en août 1997, lorsque son père est entré dans sa chambre avant l'aube pour lui annoncer la mort de la princesse Diana. Aujourd'hui, le destin a voulu que ce même lieu, et tout l'empire qui l'entoure, tombe sous le contrôle absolu de l'héritier de Diana. La position de la reine semble assurée de l'extérieur, mais l'avenir s'écrit sous l'ombre d'un changement générationnel imminent. Lorsque les portes de ses résidences ne répondront plus qu'à une seule autorité, Camilla devra affronter la question la plus délicate de sa vie. Et l'homme qui détient les clés a déjà amplement prouvé qu'il n'hésite pas à faire du silence son arme la plus redoutable. Si cette histoire de pouvoir, de secret et de vengeance silencieuse au sein de la famille royale vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.